Le président français vient juste d'être élu. Il reçoit pour la première fois le président russe. Et la rencontre est polluée par un vilain soupçon. Monsieur Poutine, il y a eu cette affaire des hackers, peut-être russes, qui se seraient mêlés de cette campagne française. Comment je peux commenter un truc pareil? On dit, mais qui dit? Sur la base de quoi ils disent ça? C'est pas clair. Et puis, peut-être c'était les hackers russes, mais peut-être pas. Et de ça, vous voulez que je tire des conclusions? Xenia Fedorova, Russia Today France. Les journalistes russes ont eu des difficultés pour accéder à votre campagne. Comment vous allez traiter les journalistes étrangers? Merci. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Russia Today et Sputnik se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Merci à vous. C'est une drôle de guerre qui agite la planète. D'un côté, l'Ouest, qui voit ressurgir la menace russe. On ne peut pas vous faire rentrer. De l'autre, la Russie, qui se sent agressée à ses frontières. Et dans cette nouvelle guerre, les tanks, les mitraillettes et les canons sont devenus bien inutiles. Vous vous battez pour votre pays. Vous êtes responsable pour votre pays. Donc, de ce point de vue, toutes les idées, tous les moyens, toutes les possibilités sont les bienvenues. Les nouveaux guerriers russes sont des trolls et des hackers. Avec Trump, on a réussi notre coup. Il est président. Avec Marine, malheureusement, on a raté. Et même Sam, le pirate, a travaillé pour Poutine. Vous n'arrivez pas à faire le lien entre des roubles et des pubs politiques américaines et penser, il y a peut-être un truc qui cloche. Sénateur, c'est un signe qui aurait dû nous alerter. En Europe, les Russes nourrissent des agents d'influence dans certains partis politiques. Que le Kremlin ait cherché à faire du Front National la caisse de résonance de ses intérêts, c'est compréhensible. Et même de contrôler un peu ces amis-là. Après tout, on ne voit pas pourquoi un pays ne s'offrirait pas un relais d'influence. Oh, mais je le reconnais, lui. C'est un agent américain. Ça fait longtemps que je le suis. Je vais appeler le FSB. C'est vous qui dites qu'il y a une guerre de l'information. Moi, je ne pense pas. Et s'il y en a une, vous êtes dans quel camp? En France, la campagne présidentielle du candidat Macron ressemblait parfois à un karaoké géant. Dans la salle, on chante, mais sur les réseaux sociaux, la guerre fait rage. Sur Internet et presque partout, on peut tout dire avec un masque. On peut dire le pire sur chacun, tous les mensonges sur chaque projet, où toutes les paroles finissent par se valoir. Ceux qu'Emmanuel Macron désigne, ce sont les Russes. 2 mois plus tôt, Poutine avait reçu officiellement son adversaire, la candidate du Front National. Je sais que vous êtes en pleine campagne électorale. Et je ne veux surtout pas interférer dans les élections françaises. Devant les caméras, Poutine le jure. Il va rester neutre. Mais la réalité sera différente. Les médias russes, RT et Sputnik,
allait mener combat. Contre Macron qui ne comprend pas ses propres discours et pour Le Pen qui défend si bien les Français. Parce qu'on sert le kiki des Français de plus en plus. Pour Mounir Majoubi, responsable de la campagne Macron, un article du site anglophone de Sputnik a franchi la ligne rouge. Le futur président pourrait être un agent américain, est-il écrit. Un agent des banques. Enfin, l'article ajoute que Macron est soutenu par un riche lobby gay. C'est suivi d'un sous-entendu perfide. Ça veut tout dire. Quand Sputnik diffuse une rumeur, la diffusion de cette information et de cette rumeur explose. Qu'est-ce que décide le candidat? D'aborder le sujet, d'en parler directement sur scène et devant les médias sociaux. Résultat, la rumeur s'éteint le lendemain. Ces gens-là ont réussi à nous obliger à parler d'un sujet absurde. En fait, ça s'éteint, c'est-à-dire que les gens arrêtent de le diffuser, mais c'est trop tard parce que dans l'esprit des gens, on a laissé une empreinte, on a laissé une trace, on a laissé un petit goût amer, et bam! À Moscou, la dirigeante de RT et Sputnik nous a concédé 30 minutes d'entretien. Une des raisons pour lesquelles on peut avoir le sentiment que vous êtes plus agressif envers Macron que Le Pen, c'est un article comme celui-ci. Toute cette polémique créée en France, c'est pas à cause de ça. C'est parce que Macron nous a accusés de propagande de manière tellement répétée qu'il en a fait un point de son programme. Nous n'avons jamais publié quoi que ce soit qui n'ait pas déjà été publié par un média français. Si on prend en toute logique ce que vous avez publié, on ressent clairement votre choix politique. En ce qui concerne Marine Le Pen, ce qui intéresse la Russie, c'est qu'elle allait trouver un langage commun avec nous. Macron a dit le contraire. Qu'est-ce que vous croyez? Qui est le plus proche de la Russie? Le 28 avril, c'est la guerre ouverte. Le candidat Emmanuel Macron interdit ses meetings à Russia Today et Sputnik. En parlant de démocratie, est-ce que vous allez enfin accepter d'accréditer RT pour les meetings de M. Macron? Même Brahim? Macron nous a refusé l'accréditation. Et dans presque tous ses meetings, il nous a accusés de fake. RT et Sputnik contre-attaquent en montrant leurs journalistes bloqués sur leur chaîne mondiale dans toutes les langues. C'est une chaîne qui s'appelle RT, Russia Today. On ne peut pas vous faire rentrer. You looked up the channel name there, didn't you? And you denied me based on that. Why? No. C'est en 2005 que Poutine crée Russia Today et Sputnik, une télé et un site web, accessible sur toute la planète et dans toutes les langues. Poutine confie la responsabilité de ce média global à Margarita Simonian. 10 ans plus tard, le président russe triomphe. Ils en sont à 4 milliards de clics. Aujourd'hui, Russia Today est la première chaîne sur YouTube. Nous vous avons donné la chance de vous épanouir, de vous sentir libre. Et on ne vous force à rien, bien sûr. Vous travaillez librement. Vous célébrez l'esprit critique, la liberté d'expression, mais est-ce que vous pouvez critiquer le gouvernement russe ou le président russe? En aucun cas, je ne peux dire qu'en Russie, nous avons bâti une vraie démocratie, solide. Ici, il faut encore beaucoup pour améliorer la liberté d'expression et l'atmosphère pour rendre la critique possible.
Mais à notre grande angoisse, nous avons compris que cela faisait seulement 25 ans que nous avions bâti la démocratie. Il y a encore 25 ans, nous étions un État totalitaire et communiste. Quand le président Poutine a créé cette chaîne, quelle était l'idée, la mission qui vous a été confiée? Nous sommes toujours très surpris. Pourquoi ce genre de questions n'est pas posé à France 24, Deutsche Welle, la BBC? Il n'y a que la Russie qui n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Le fait qu'on nous demande tout le temps quelle est notre utilité, et cette question n'est jamais posée aux autres chaînes comparables, c'est un peu du racisme. On a un peu de mal à se comprendre. Je pensais que Russia Today avait une identité, comme parler de ce qui reste caché. C'est ce que vous vendez en tout cas. C'est juste du marketing en fait, ça veut rien dire du tout. Bien sûr que non. On considère qu'il faut faire entendre une autre voix, plus critique que celle des médias dominants, en exposant au public leurs erreurs, et qu'il existe une autre vision du monde. Alexei Kovalev est un ancien des médias d'État russes. Il a été viré par Margarita Simonian. Depuis, il travaille pour un journal indépendant. La Russie n'a pas vraiment d'idéologie à offrir. Ce qu'elle offre à la place à ces groupes marginalisés, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ou entre les deux, c'est un discours du genre « Hé les gars, vous êtes méprisés par le système, par les médias mainstream. » C'est un effet psychologique. C'est l'effet du média hostile. Il y a une guerre de l'information. Est-ce que vous êtes l'arme principale de la Russie dans cette guerre? C'est vous qui dites qu'il y a une guerre de l'information. Moi, je ne pense pas. Et s'il y en a une, vous êtes dans quel camp? Il n'y a pas de guerre, donc. Mais mieux vaut choisir son camp. En fouillant dans le site Sputnik, nous avons découvert une véritable méthode pour mener la guerre de l'information. L'auteur est une intellectuelle liée au pouvoir, Olga Zinovieva. Elle dirige un cercle d'experts au sein des médias d'État, logés dans l'université de Moscou. Pour eux, le vrai déclencheur, c'est l'Ukraine, où la guerre de l'information atteint une intensité sans précédent. Vous parlez du conflit ukrainien comme d'une charnière. Oui. Vous avez compris que vous étiez en train de perdre cette guerre. Comment est-il possible, non pas de falsifier l'histoire, mais de ne pas dire tout? C'est un instrument de manipulation des masses médias. En 2014, en Ukraine, la rue renverse un gouvernement proche de Moscou. Les insurgés ukrainiens veulent quitter le giron de la Russie. Et les États-Unis soutiennent ouvertement le changement de régime. Le monde libre est avec vous, l'Amérique est avec vous, je suis avec vous. Pour les Russes, c'est un coup d'État hostile à leur porte. Ils vont appuyer militairement une insurrection des populations russes de l'Est de l'Ukraine. Et ils annexent la Crimée. Deux guerres se mènent en parallèle, celle des armes et celle de l'information. Dans Russia Today, on accuse faussement les Ukrainiens de crucifier des bébés russes. Tandis que dans l'autre camp, certains journalistes occidentaux se taisent sur les exactions des milices ukrainiennes les plus violentes. Un exemple étant le portrait de l'Ukrainienne Vita. L'auteur, un journaliste français, avait omis de signaler qu'elle était nazie et que son bataillon était accusé par Amnesty International d'exécuter des civils pro-russes. Lors du conflit ukrainien, les Russes vont s'estimer victimes de russophobie. Pour eux, la guerre médiatique est désormais totale. Tous les coups sont permis. C'est ce qu'explique le texte publié par Sputnik. Malheureusement, la Russie est elle aussi obligée de recourir aux armes de la guerre de l'information. Elle contraint à des actions regrettables.
Vous devez rester campé sur vos positions. Vous vous battez pour votre pays. Vous êtes responsable pour votre pays. Donc, de ce point de vue, toutes les idées, tous les moyens, toutes les possibilités sont les bienvenues. Même l'utilisation de fake news? Non, pas du tout. Parce que c'est comme ça qu'on pourrait interpréter votre texte. Vous savez, je crains que la traduction ne soit pas correcte. Je ne l'ai pas lu du début à la fin, donc je m'excuse, mais il me serait impossible d'utiliser de tels mots. Ne pas se justifier des accusations de falsification car l'Occident utilise les mêmes méthodes. Non, non, c'est absolument... C'est pas bien traduit? J'ai bien peur que ce ne soit pas bien traduit. C'est une fake news. Ah bah ça vient de Spoutnik. Oui, je sais, mais je dois voir. Il faut que je regarde cette traduction. Merci beaucoup. Et la guerre de l'information, les Russes vont la mener avec grande habileté sur le premier champ de bataille moderne, Internet. Sur la toile, il est plus facile de manipuler la perception du public. Et leurs agents sont pris très au sérieux. Je veux attirer l'attention sur un fait. Se forger son avis aujourd'hui est différent d'il y a 25 ans. Aujourd'hui, des sites diffusent des fake news, des bots, des trolls qui peuvent falsifier l'opinion. Un nouveau monde, de nouveaux mots. Ces nouveaux guerriers envahissent l'espace virtuel où nous passons désormais la moitié de notre temps. Besoin d'un lexique. Troll, agent d'influence sur les réseaux sociaux. Fake news, autrefois mieux connu sous le nom de mensonge. Hacker, pirate masqué qui détourne données et situations. Mème, image slogan qui devient viral sur les réseaux sociaux. En 2016, une jeune Russe, moitié femme, moitié troll, va envahir Internet avec un mème en 3 portraits. On est en pleine conférence de presse de Poutine. Elle surgit avec un triptyque devant les caméras. Poutine, Marine, Trump. Cette image va être reproduite à l'infini. Maria devient le visage d'un projet politique. Un très joli visage. C'est évident, ce triptyque. Il est connu dans le monde entier. Tous les médias, presse écrite ou télé, ont montré ces images. Elles parlent d'elles-mêmes. Pas besoin d'expliquer plus ou de faire de commentaires. Évidemment, on savait que ça allait provoquer une certaine résonance. Ce triptyque, c'est le nouvel ordre mondial. En juin 2017, Vladimir Poutine admettra à demi-mot l'existence de nouveaux agents d'influence russes. Les hackers, c'est des gens libres, comme les peintres. Si le matin, ils se lèvent de bonne humeur, ben voilà, ils vont aller peindre. Les hackers, c'est un peu pareil. Ils se réveillent le matin, ils ont lu ce qui se passe au niveau international, et s'ils sont patriotes, ils commencent à écrire une riposte adéquate contre ceux qui diffament la Russie. D'après Poutine, le hacker russe serait donc un artiste, un électron libre. Le Kremlin n'aurait rien à voir avec ça. Mais Poutine dit-il la vérité? Pour comprendre qui maîtrise cette nouvelle propagande, il faut s'intéresser à un homme qui sort rarement de l'ombre et ne donne jamais d'interview à la presse étrangère. Konstantin Rykov. Ne pas se fier à son allure d'adolescent attardé. C'est un homme clé. Rykov va se révéler un maître dans l'art de créer des mèmes,
de manipuler l'attention des médias. Maria, la fille au triptyque Trump, Poutine, Le Pen, travaille avec lui. Le boulot de Maria, c'est de poser dans la lumière, pendant que Rykov, lui, reste dans l'ombre. Roman Dobrorotov, un journaliste d'investigation russe, a beaucoup creusé sur lui. Il n'était pas comme ceux qui ont un poste officiel ou une mission dans le cabinet du président. Mais c'était un de ses principaux serviteurs. Je ne sais pas comment appeler ce genre de job, parce qu'officiellement, il n'existait pas. Enquêter sur Rykov n'est pas chose facile. Ses amis se taisent et ses ennemis ont peur. Voici l'une des rares apparitions publiques de Rykov, dans une émission de débat bien arrosée sur Internet. Face à lui, un blogueur d'opposition. J'affirme que tu reçois des budgets énormes de propagande pour créer des campagnes de dénigrement. Je te pose la question. Après tout ce qu'on s'est dit, après tous nos compromis, tu continues à croire que je suis derrière tout ça. Je dis que tu es le général d'une armée qui compte beaucoup de bases. Nous avons rencontré un pionnier de l'Internet russe qui vit en Belgique et qui a bien connu Rykov. Il vient de la culture de la jeunesse dorée, post-soviétique. Les gens riches. La jeunesse dorée. Et aujourd'hui, il est totalement pro-Poutine. Et il a toujours été pro-Poutine. Avant Poutine, il n'était personne. C'était juste un jeune type qui disait des gros mots sur Internet. C'est à la fin des années 90, devant les caméras, que Rykov propose ses services à Poutine. Tous les jours, il y a 11 millions de personnes qui utilisent Internet. C'est un univers parallèle. Ils ont leur propre culture. Et ce sont souvent des patriotes. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je voudrais vraiment que ce milieu que vous êtes en train de créer réponde aux plus hauts critères de la morale et de l'éthique. En 2016, Rykov a pris une dimension internationale. Il a construit une équipe pour venir en aide au candidat américain Donald Trump sur Internet. Le soir des élections américaines, Rykov et Maria ont réuni quelques soutiens dans un bar de Moscou. Une caméra tourne pour les réseaux sociaux. Le suspense est intense. Soudain, l'info tombe. Contre toute attente, Trump a gagné. Rykov et ses amis se voient en maître du monde. Débordé par l'euphorie, 6 jours plus tard, Rykov va livrer une étrange confession sur sa page Facebook. Il laisse entendre qu'il a participé à une opération de manipulation pour Trump. En 4 ans et 2 jours, il fallait pénétrer le cerveau de tout le monde et s'approprier les moyens de masse de perception de la réalité. Rykov peut bluffer pour se faire mousser, ou peut-être dit-il la vérité. Toujours est-il qu'il organise une immense fête à Moscou pour célébrer la victoire de Trump. Thème de la soirée, les hackers russes ont fait gagner Donald Trump. Quand Trump a gagné, c'était comme un feu d'artifice. Les images de la soirée sont postées sur Facebook. Maria est ravie, le nouvel ordre mondial est en marche. Tout cela ressemble à un happening provocateur. Pourtant, 1 an plus tard, on découvrira que les trolls russes se sont bel et bien mêlés de faire élire Trump.
En octobre 2017, les directions de Facebook, Twitter et Google sont convoquées au Sénat américain. Après enquête, ils se sont aperçus qu'ils ont diffusé des milliers de messages ultra-conservateurs et pro-Trump, des publicités politiques et de la propagande payée par les Russes. Des gens payent des pubs avec des roubles. Ce sont des pubs politiques. Vous croisez des milliards de données tout le temps. C'est ce que vous faites. Les trucs les plus sophistiqués jamais inventés par l'homme. Google a tout le savoir que l'homme a jamais développé. Et vous n'arrivez pas à faire le lien? Tiens, des roubles et des pubs politiques? Il y a peut-être un truc qui cloche. Sénateur, c'est un signe qui aurait dû nous alerter. Et avec le recul, on l'a raté. Cette tempête à Washington a été déclenchée par un jeune journaliste russe de Moscou. Andrei Zakharov a réussi à prouver qu'il y avait plus de 400 pages Facebook, soi-disant américaines, fabriquées en Russie. Au tout début de notre enquête, on a découvert une communauté Facebook qui s'appelait Secured Borders. Frontières sécurisées. La page Facebook était suivie par 144 000 citoyens américains. Elle reprend les thèmes xénophobes de la campagne Trump. Les mêmes racistes se succèdent, partagés massivement par l'Amérique qui a peur et fondés sur des informations fausses. Par exemple, 30% des enfants d'immigrés sans papier appartiennent à des gangs. Le même suggère, partagez si vous êtes choqués. Ou bien, les musulmans ont inventé une nouvelle stratégie guerrière. Ils font des enfants pour remplacer les Américains blancs. Ils couvraient le programme de Trump sur l'immigration, qui était très populaire. C'est une des raisons pour lesquelles il a gagné. Et les trolls russes ont même détourné Sam le pirate. Mais oui, Sam, celui qui tire sur Bugs Bunny. Un mème circulait expliquant que Sam serait désormais interdit à la télévision parce qu'il portait une arme. Ce mensonge cible les propriétaires d'armes à feu pour les inciter à voter Trump. La fake news sera partagée par 215 000 personnes et vue des millions de fois. Ces profils Facebook, Twitter et Instagram, créés par la fabrique à trolls, ont été vus entre 30 et 50 millions de fois durant la campagne électorale américaine. Si Andrei a pu révéler tout ça, c'est qu'il a rencontré une taupe, un informateur qui lui a appris où étaient fabriquées toutes ces fake news. Bienvenue à Saint-Pétersbourg, la plus belle ville de Russie. La ville de naissance de Vladimir Poutine. Saint-Pétersbourg héberge aussi une usine à trolls secrète. Enfin, presque secrète. Son nom, l'agence de recherche sur Internet. C'est d'ici que tout est parti. Les gens qui y travaillent fabriquent uniquement de la propagande et des fake news pour les réseaux sociaux. Hello. J'ai amené avec moi une traductrice. On peut vous parler? Vous travaillez à l'agence de recherche sur Internet? J'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'avais un bon accent. Nous avons finalement trouvé un jeune homme qui a travaillé dans cette usine à trolls pendant 4 mois en 2014, au début de la guerre en Ukraine. Il travaillait en russe pour les Russes. J'ai répondu à une offre d'emploi pour être créateur de contenu. Au bout de 2 jours, j'ai compris que ça clochait. Je l'ai compris dès l'entretien.
La sécurité était super dure. Dès la première journée, on m'a confié un site comme s'il s'agissait d'un site ukrainien. Et on m'a dit, trouve des infos sur l'Ukraine, tu les mets à notre sauce russe et tu les publies sur le site. La ligne officielle, les trolls doivent aller la chercher dans un site créé par Rykov. Hello. Cette место. Elle a carrément caché son visage. Ah ouais. C'est comme le travail d'une prostituée. Tu travailles, mais tu n'en parles à personne. Ouais, il y a une caméra ici, là. Et une caméra là. Vous n'avez pas honte? Pourquoi vous collez les gens? Je demande pourquoi on colle les gens et... On colle pas, on dit bonjour. Oh, lui, là, ça fait longtemps que je le surveille, hein. C'est un espion américain. T'es au courant de ses relations criminelles à lui? Je vais appeler les services secrets. Il appelle le FSB. Vous n'avez pas peur de raconter tout ça, de dire la vérité? C'est pas risqué? Je pense qu'ils ont tellement peur qu'on parle partout d'eux que leur politique aujourd'hui, c'est de ne faire aucun bruit et faire leur boulot tranquillement. Qui payait les salaires de l'usine à trolls? L'entreprise de Evgeny Prigojine. C'est qui? C'est lui qui assurait la restauration des rencontres officielles au Kremlin. Ah, en fait, c'est le grand cuisinier du Kremlin? Oui, il travaillait pour le Kremlin. Il a ouvert une chaîne de restaurants à Saint-Pétersbourg qui marchait très bien dans les années 90. En février 2018, la justice américaine inculpe Prigojine et 12 de ses employés pour avoir conspiré contre les États-Unis. Est-ce que c'est Poutine qui passait commande aux cuisiniers? Probable. Mais l'enquête ne le démontre pas. Et même Andrei appelle à la prudence. Il faut que vous compreniez la structure du pouvoir. Il y a le tsar et des cercles étroits qui ont une délégation de pouvoir au nom du tsar. Il y a des gens qui ont vraiment des responsabilités, comme Rykov. À eux, il a délégué du pouvoir. Mais lui-même ne descend pas de ce cercle très souvent. Pour votre presse, il est facile de mettre Poutine partout, parce que c'est vendeur. Vous trouvez qu'on va trop vite? Oui, parfois trop vite. Après l'élection de Trump, Rykov et Maria sont convaincus qu'ils peuvent achever leur nouvel ordre mondial. Dans leur trio gagnant, ne reste plus qu'à faire élire Marine Le Pen en France. C'est parti pour une nouvelle opération politique dont Maria sera la vitrine éclairée. Il reste 6 semaines avant l'élection présidentielle française. J'ai le triptyque. Je l'amène à Paris. Elle poste tout sur Facebook et refuse de rencontrer la presse. Elle est à l'Assemblée nationale. On la retrouve avec des parlementaires français pro-russes. Puis elle va visiter le fondateur du Front National. Et enfin, elle est reçue par Marine Le Pen devant des caméras russes. Elle lui offre son fameux triptyque. Merci, merci. C'est trop beau. C'est super. On est certain qu'il sera prémonitoire comme pour M. Trump. Je suis contente. Et au détour de la conversation, Maria lâche une phrase importante. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous aider, sur Internet et sur les réseaux sociaux.
Mais je sais, je regarde ça de près. Merci beaucoup, Maria. Vraiment, tout ce que vous faites, cette contribution à notre combat commun. Encore merci, on se voit, j'espère, le plus vite possible. Le second tour arrive et dans cette phase finale, tout va s'accélérer. Maria est rentrée à Moscou. Elle raconte son voyage à la télé. Son chef, Rykov, organise une réunion secrète du comité Marine. Sur Facebook, il précise « Journaliste interdit et téléphone portable laissé à l'entrée ». Les fake news anti-Macron décollent. La principale est lancée depuis un forum américain. Macron aurait un compte secret dans un paradis fiscal. Fake news reprise par la sphère du Front National et par Marine Le Pen à la télévision. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame moi. Le Pen, Non, parce mais que ça, j'espère. c'est de la diffamation. La campagne française commence à ressembler étrangement aux méthodes de la campagne Trump. Ne manque plus que le piratage des mails des collaborateurs de Macron pour que le parallèle soit complet. Il y a des centaines, voire des milliers d'attaques sur notre système numérique, sur notre base de données, sur nos sites. Au quartier général de la campagne Macron, ce matin même, un faux mail est arrivé. Il portait le nom du responsable de la campagne numérique, Mounir Majoubi. Moi, je m'appelle Mounir Majoubi. L'adresse mail s'appelait Mounir Majoubi. Donc, à une lettre près, ça passe. Et puis, en plus, ça parle de cyberattaque. C'est là où c'est drôle. C'est comme j'en ai beaucoup parlé à l'extérieur, beaucoup parlé dans la presse. En interne, je suis souvent celui qui envoie un message à tout le monde en parlant des cyberattaques. Là, il y a un mail qui dit « Recommandations sur les cyberattaques. En raison de nombreuses tentatives de cyberattaques, nous vous prions d'être vigilants. Vous trouverez le document en pièce jointe. » C'est terrible parce que ce serait normal que j'écrive ce mail-là. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai envoyé aux gens. Et donc les gens, ils reçoivent ce mail-là avec 2 pièces jointes qui sont des fichiers Word infectés et qui, s'ils les téléchargent, vont commencer à capturer tout ce qui se passe sur leur ordinateur et l'envoyer à quelqu'un quelque part. Le lendemain, sur une faute d'inattention, un collaborateur clique sur un mail piégé. Les hackers peuvent enfin rentrer dans les boîtes mail de 6 collaborateurs de Macron. Pierre, personne. Cédric, à En Marche. Les mails sont postés sur Internet. L'idée est de changer le cours de l'élection avec des révélations croustillantes. Mais l'ensemble de la presse française refuse d'exploiter ces données. Il y a eu une enquête qui a été publiée cette semaine par un institut indépendant, une agence de sécurité privée. Il y a un climat un peu suspicieux, il y a un climat bizarre. Il y a le nom d'un pays qui est ressorti, la Russie, qui arrive comme ça dans cette étude d'un coup. Vous avez rien qui permet de dire si c'est les Russes ou qui c'est exactement, quoi. Nous, c'est compliqué. On peut faire ça s'appelle l'attribution. En informatique, en cyberattaque, on n'a jamais un smoking gun. Impossible de coller le hacking sur le dos des Russes. Mais sur les réseaux sociaux, Maria joue la provocation. Elle publie un lien vers les mails piratés de la campagne Macron, les Macron Leaks. Ce soir à Moscou, Maria et Rykov organisent une soirée pour les élections françaises. Ils espèrent assister à la victoire de Marine Le Pen. Nous nous glissons parmi les invités. Maria est là. Elle joue les vampes. Et Constantin Rykov sort enfin de l'ombre. Maria est à portée de micro. Sur votre Facebook, vous avez mis que c'était vous, les pirates russes, qui avez réalisé le hacking du Macron Leaks. C'est une blague ? C'était juste ironique. On se moque de ceux qui voient la main du Kremlin partout sans aucune preuve ni argument. C'est la propagande des médias occidentaux et des mondialistes. Toujours le même slogan. Pas de preuve de l'implication du Kremlin. Pourtant, à quelques pas de nous se trouve peut-être la preuve qui nous échappe depuis le début. En 2014, Rykov va être piégé par un groupe de hackers ennemis. Les pirates informatiques ont pour nom Chaltai Boltai.
Ils ont réussi à craquer les téléphones et ordinateurs d'officiels du Kremlin. Des milliers de mails, de SMS, de photos. Ils ont tout posté sur Internet. Vous saviez qui c'était? Non, bien sûr que non. Personne ne pouvait comprendre ce que c'était. C'était vraiment difficile. On est resté un mois à essayer de comprendre quel était le sens de ces messages et qui était derrière. Dans la masse de données, Roman découvre le contenu du téléphone d'un homme de Poutine. Il travaille au Kremlin et il est chargé de la propagande sur Internet. Il s'appelle Timur Prokopenko. Et il a de très nombreux échanges avec Rykov. Les deux hommes vont tenter d'instrumentaliser Marine Le Pen pour les besoins du Kremlin. Est-ce que tu pourrais traîner Marine Le Pen en Crimée? On en a vraiment besoin. J'ai dit à mon chef que tu étais en contact avec elle. J'essaie de savoir demain. Aujourd'hui ou demain, le FN prendra officiellement position sur la Crimée. Quelqu'un du Front National t'a contacté pour les financements? Oui, le vice-ministre des Affaires étrangères lui téléphonera. Le 17 mars 2014, Marine Le Pen soutient officiellement l'annexion de la Crimée par la Russie. Marine Le Pen affirmera tout ignorer de l'existence de Rykov. Mais pour celui-ci et pour le Kremlin, il s'agit d'une opération réussie. Le point de vue russe est claironné par l'un des premiers partis de France. Elle n'a pas trahi nos attentes. Il faudra d'une manière ou d'une autre remercier les Français. C'est important. Un homme du Kremlin aurait donc transformé Marine Le Pen en agent d'influence par l'intermédiaire de Rykov. Rykov est dans le bar. C'est l'occasion ou jamais de lui poser la question. On peut faire une interview? Pas moi, pas moi. Pourquoi pas? Vous êtes l'architecte de tout ça. Rykov passe l'essentiel de son temps dans cette alcôve, dont l'entrée semble gardée. Sur la scène, Maria fait le spectacle. Je décide de me glisser. Juste une question. Sur Internet, j'ai vu que vous aviez un échange avec Prokopenko du Kremlin pour aider Marine Le Pen. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est un fake. C'est un fake. C'est des gars qui ont inventé cette histoire avec Prokopenko. Shaltai Boltai? Oui. Est-il possible que l'échange de SMS entre l'homme du Kremlin et le patron de Maria soit un faux? Non, c'est impossible, on a vérifié plein de fois. Ce sont des SMS 100% authentiques. Mais bien sûr, j'aurais été surpris que Rykov le confirme. C'est très sensible tout ça. Vous dites que vous n'avez pas aidé Marine Le Pen, mais vous l'aidez maintenant. Juste comme un fan club. Ça n'a pas de lien avec le gouvernement officiel. Le mieux, c'est que vous demandiez à Maria. Ah ok. Lui, il reste dans l'ombre et elle parle. Oui, il n'aime pas être filmé. Ok, ici, c'est le cabinet de l'ombre. Le gouvernement secret. Mais quelque chose comme ça. Juste un fan club. C'est la version officielle de Rykov. Mais quelques semaines plus tard, sur un site internet russe, un journaliste réussit à lui arracher quelques mots sur son rôle central dans les campagnes pour Trump et Marine Le Pen. Aujourd'hui, notre invité est le personnage le plus mystérieux de l'Internet russe, Konstantin Rykov. La guerre de l'information, tu connais? Je connais un peu, oui. Et alors? Je connais, c'est tout. Des détails? Pourquoi avons-nous combattu? Pour qu'Hillary ne devienne pas présidente. Même si le diable avait été candidat à la présidentielle, on l'aurait soutenu. Raconte, c'est intéressant. Écoute, qu'est-ce qui intéresse les médias modernes? C'est savoir ce que Trump peut apporter de nouveau.
On a travaillé là-dessus. On l'a favorisé. Et on a entraîné les Américains derrière nous. On a réussi notre coup. Trump est président. Marine, malheureusement, n'est pas devenue présidente. Je ne participerai plus jamais à ce genre d'histoire. Marine Le Pen a échoué. Mais pourquoi les Russes ont mis tant d'efforts à la soutenir? Un homme sait pourquoi. Emmerich Choprad a longtemps été un dirigeant de haut niveau du Front National. Il est celui qui a œuvré au rapprochement avec la Russie. Aujourd'hui, il a quitté le Front National et peut parler à peu près librement du projet russe. Après tout, on ne voit pas pourquoi un pays ne s'offrirait pas un relais d'influence. Que le Kremlin ait cherché à faire du Front National sa caisse de résonance, la caisse de résonance de ses intérêts, c'est possible et c'est compréhensible. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire grief à un État, quel qu'il soit, de chercher à avoir des relais d'opinion et des amis, et même de contrôler un peu ces amis-là. Les Russes ont donc cherché à transformer un parti français en agent d'influence. Ils vont aussi aider financièrement le front. Plus de 12 millions d'euros. C'est le montant de 2 prêts bancaires russes au Front National en 2014 et en 2016. Des prêts qui auraient dû rester secrets et qui ont été révélés par le journal Mediapart. Officiellement, il s'agit d'opérations commerciales sans contrepartie. Pas de donnant-donnant avec le Kremlin. Mais on peut douter. L'homme qui a négocié l'argent russe, c'est lui, Jean-Luc Schaffhauser. C'est un discret député européen qui a des contacts au plus haut niveau en Russie. Au bout de plusieurs mois d'approche, il a finalement accepté de nous rencontrer. Mais visiblement, il est chargé de nous convaincre que non, Vladimir Poutine n'a pas acheté le Front National. Vous vous trouvez dans une situation où un parti ne trouve nulle part un financement. Aucune banque française. Et donc je me suis tourné vers des amis qui avaient ces relations, donc évidemment M. Babakov, pour lui demander, nous sommes dans une situation très difficile. Mais ce M. Babakov n'est pas un banquier comme les autres. Il travaille dans l'administration de Vladimir Poutine. Celui-ci lui a confié une mission, s'occuper des Russes à l'étranger. Monsieur Babakov, c'est un homme du Kremlin, on va appeler les choses par leur nom. C'est un envoyé spécial. D'accord, moi je ne l'ai pas connu comme cela. Moi je l'ai connu lorsqu'il était un des responsables des banques régionales. Mais M. Schaffhauser, vous saviez quand même qu'il était membre, qu'il était conseiller proche de Poutine. Je suis d'accord avec vous que je le savais. Donc ça veut dire que Vladimir Poutine a donné son blanc-seing aux emprunts. Non, il ne faut pas dire cela. Il faut dire qu'il n'y a pas eu d'opposition du pouvoir politique. Il n'y a pas eu de veto, On peut penser que c'est très ressemblant. Le fait d'autoriser et de ne pas mettre son veto, c'est très ressemblant quand même. Non. Est-ce que les Russes se servent de l'argent pour s'acheter des agents d'influence dans l'extrême droite européenne? En Europe, il existe un autre parti qui défend les intérêts de la Russie. C'est l'Alternative pour l'Allemagne. Ils viennent d'entrer au Bundestag, le Parlement allemand. Et nous avons rencontré leur leader, Alexandre Gauland. Vous avez reçu un soutien financier de la Russie? De la part de la Russie? Nous n'avons aucune relation financière avec la Russie. Et à la différence du Front National, nous n'avons jamais demandé d'argent. Personnellement, je n'ai connaissance d'aucun soutien financier de la part de la Russie. Il y a une jolie phrase de Bismarck. Jamais d'argent en provenance de pouvoirs étrangers. Nous n'accepterions jamais d'argent en provenance d'un autre pouvoir. Ce serait acheter de la politique. Pour cette même raison, je désapprouve aussi le comportement de Mme Le Pen. Mais ça ne me regarde pas. En Europe, les partis d'extrême droite pro-russes partagent les mêmes valeurs.
Ils sont hostiles à l'Union européenne, aux migrants, à l'islam. En Allemagne, dans les défilés du mouvement islamophobe Pegida, les drapeaux russes côtoient les drapeaux allemands. Vous espérez une aide des Russes dans votre combat? Oui, j'espère. Ce ne sont pas nos ennemis, c'est pas la Russie qui nous agresse. Vous avez l'impression que la Russie peut remettre de l'ordre en Europe? J'en ai le sentiment et l'espoir. Je l'espère très fort. Le Pen, OK. Le Pen, OK. Le Pen, OK. Ce courant national-populiste monte en puissance. L'AfD en Allemagne, en France le Front National. En Autriche, le FPO est déjà arrivé au pouvoir. En Hongrie, le parti Jobbik représente 20% des voix. Un oligarque russe a tenté de créer un réseau avec tous ces partis. Il possède une télévision ultra-conservatrice à Moscou, Tsargrad TV. C'est très byzantin. Regardez ces peintures. C'est comme une église. Konstantin Malofeev est sans doute le Russe le plus actif en Europe. Il a un projet radical, briser l'Union européenne. Nous voulons une Europe indépendante, qui pense à ses intérêts, et pas à ses idées mondialistes d'un nouvel ordre mondial libéral, tolérant pour les homosexuels. Sortez de l'OTAN, de l'Union européenne. Moi, je veux la France de Louis XIV. Pour faire aboutir son projet, Malofeev se sert d'une fondation religieuse orthodoxe, la Fondation Saint-Basile. Elle permet de financer des rencontres politiques au plus haut niveau, en les déguisant derrière des contacts culturels. Il y a eu une invitation adressée à quelques députés du groupe AfD de Brandebourg de la part d'une fondation russe. Nous avons passé une journée à Saint-Pétersbourg. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, des gens du parti Russie Unie et un conseiller en politique étrangère de Poutine, dont j'ai oublié le nom. Je suppose que c'est la Fondation Saint-Basile, celle qui est gérée par M. Malofeev. En France, le soutien de Malofeev au Front National de Jean-Marie Le Pen a été un peu plus concret. J'ai de la sympathie pour Jean-Marie Le Pen. Et je crois que c'est un homme avec un grand H. Comment vous l'avez aidé, avec de l'argent? J'ai des amis, et ces amis sont motivés pour aider des politiciens en Europe. Vous les avez mis en contact, alors? Oui. En 2014, les généreux amis de Malofeev ont versé 2 millions d'euros à une structure politique de Jean-Marie Le Pen. Malofeev veut créer un réseau européen de mouvements d'extrême droite. Aymeric Choprade en a fait partie. Il y a cette idée de coaliser un petit peu ses forces et de faire évidemment la Russie un peu le centre de la coalition de toutes ces forces. En 2014, à Vienne, en Autriche, Malofeev réunit une centaine de personnes. Il y a là tout ce que l'Europe compte de partis d'extrême droite, de la France à l'Italie, la Russie, la Bulgarie ou la Hongrie. C'était une conférence historique. C'était pour commémorer l'anniversaire de la Sainte Alliance. La Sainte Alliance a émis une charte qui disait « Nous, les monarques d'Europe, ne représentons que Dieu. Et le Dieu Jésus-Christ gouverne les peuples européens. » En réalité, il ne s'agissait pas d'une simple réunion d'historiens. Les portes étaient fermées et tout s'est déroulé dans le secret. Aymeric Choprade était présent. Pourquoi ce secret, alors? Parce qu'il y avait présent des personnalités politiques
qui ne sont pas très montrables selon nos critères en France, parce qu'entre des partis conservateurs classiques et des gens qui sont sur des modèles quasiment nationaux socialistes, qui à mon avis n'avaient rien à faire là, vous avez des désaccords majeurs. Il y avait un représentant du Jobbik, par exemple, hongrois, qui est un parti que je considère comme antisémite, etc. Est-ce que vous accomplissez une partie de l'agenda de Poutine? Je vous le demande très franchement. Peut-être, mais pas parce qu'il me l'a demandé. C'est ma vision. Je suis très indépendant. En mai, en Russie, c'est la saison des défilés. Ils célèbrent leur victoire sur les nazis en 1945. À Moscou, 700 000 personnes viennent chaque année rendre hommage à la mémoire de leurs parents morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont tué 25 millions de Russes. Je représente un peuple qui a souffert du nazisme, plus que n'importe lequel. Pourtant, Konstantin Malofeev œuvre à reconstituer un axe nationaliste radical en Europe. Un axe qui intègre de nombreux néo-nazis. Comment peut-il gérer cette contradiction? Je peux vous montrer quelques images. Ceci a été filmé le 1er mai au meeting de Jean-Marie Le Pen. Bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Écoutez ce gars. Macron, je le ferai en voyage en Pologne. Hein. On en est simple. À Auschwitz. Et puis il y a des grandes douches. Il y a des grandes douches. 6 étoiles. Je suis national-socialiste, mon pote. Islam hors d'Europe! Islam hors d'Europe! Moi, je ne trouve rien à reprocher à Jean-Marie, là. Vous avez juste fait un film avec un type dans la foule. Je n'ai pas de doute que le type que vous me montrez là a l'air d'un nazi. Vous savez que parmi les fondateurs du Front National, certains d'entre eux ont été à la Waffen-SS, comme Léon Gauthier. Vous êtes conscient de ça? Je pense qu'on ne peut pas blâmer les gens pour leur passé, 50 ou 60 ans plus tard. Est-ce que vous avez peur qu'un jour la guerre puisse revenir en Europe? Oui. Il va y avoir une guerre vu ce qui se passe. Bien sûr. Il y aura une guerre. Parfois, on regarde la télé et on se dit que cette histoire recommence. Ça fait très peur. On veut plus jamais de guerre. Dites ça à toute l'Europe, s'il vous plaît. Merci de nous rendre visite. Bon courage, beaucoup de bonheur à vous. Je vous souhaite de ne jamais connaître ce que nous avons vécu. Спасибо.